Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est assez rare que je dise ça, mais je suis intimidée parce que plus tard dans l'émission, je vais recevoir Serge Denoncourt. Puis bon, vous me connaissez, moi, je suis quand même un tout petit peu... Je suis comme une petite grande gueule. Hein, Cybèle, es-tu d'accord avec moi? Ah ben, je suis peut-être même, j'irais jusqu'à dire une grande gueule. Ben, moi, je dirais que, mettons, OK, on s'entend, je suis une moyenne grande gueule, mais tu sais, Serge Denoncourt, c'est vraiment une grande gueule. C'est vrai que quand on le met dans l'équation, je dirais que lui, il arrive en haut de la liste. Tu sais, mettons que... Avec ton amie Denise. Avec mon ami, avec feu mon amie Denise. Puis donc, il y en a quelques-uns comme ça au Québec. Et il y en a pas beaucoup. On peut les compter quand même sur le doigt d'une main. Et donc, plus tard dans l'émission, on va recevoir Serge Denoncourt parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça fait la une des journaux, comprends-tu? Là, c'est comme là, c'est prononcé sur le milieu culturel. La semaine prochaine, ça va peut-être être le prix des bananes. Qui sait? Alors, j'ai très hâte de recevoir Serge Denoncourt parce que chaque fois que je le reçois, on a un énorme plaisir ensemble. Et moi, j'aime les grandes gueules, donc ça va être très sympathique un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on va commencer, on va aller rejoindre en Israël Myriam Azoghi Alibouas. Elle est directrice des missions pour CIJA, qui est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Myriam, on s'est parlé, vous et moi, il y a quelques semaines de ça, quand on a commencé à parler de cessez-le-feu et d'échanges entre des otages israéliens détenus par le Hamas et des prisonniers palestiniens. Là, je voulais vous reparler aujourd'hui, Myriam, parce que on a vu des images très troublantes. On a vu des images d'otages israéliennes qui ont été libérées par le Hamas, mais des images révoltantes parce qu'elles sont entourées non seulement de terroristes du Hamas, mais de citoyens de Gaza qui leur crient après. C'est une scène de cohue. Je voulais savoir comment ces images-là ont été reçues en Israël. Écoutez, déjà, je suis ravie de savoir que vous avez pu avoir aussi ces images-là au Québec, parce que malheureusement, on en a déjà parlé, mais je trouve que les images de ce qui se passe vraiment ici n'arrivent souvent pas en dehors d'Israël. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était, vous savez, quand on parle des sentiments mêlés, la confusion des sentiments, on est en plein dedans aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on est content. On est heureux parce que on a retrouvé quand même 3 otages israéliens et 5 otages thaïlandais, qu'il faut non plus pas oublier. 5 otages thaïlandais qui travaillaient dans un des kibboutz et qui ont été enlevés alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe ici. Et nos otages israéliens qui étaient des civils et une jeune soldate, mais il faut savoir que ces 5 soldates, donc ça aujourd'hui c'était la 5e qui est sortie, les 4 autres sont sortis samedi dernier, et que ces soldats-là, ce sont des soldats qui sont des observatrices, donc c'est-à-dire qui restent devant leur caméra et qui vérifient les satellites sur les caméras, qui ne sont pas armés, donc qui n'avaient aucun moyen de se défendre, parce qu'on dit soldats, oui, mais ce sont des soldats qui n'étaient pas armés justement. La nuance est importante. La nuance est très importante. Et qui n'ont pas eu les moyens de se défendre, et c'est les scènes que vous avez tous vues, j'espère, en tout cas, de ces filles qui étaient ensanglantées, dont la petite Nahama Levi, qui d'ailleurs habite dans ma ville, à Ra'anana, un petit peu au nord de Tel Aviv, dont le pantalon était ensanglanté et qui se faisait tirer par les cheveux pour entrer dans une jeep avec les gens du Hamas. Donc de ce côté-là, on est soulagé déjà d'avoir un petit peu plus d'otages qui rentrent à la maison, mais de l'autre côté, on a été absolument effrayés. Je
pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ce qu'on a vu aujourd'hui, effrayé, angoissé, inquiet et impuissant, parce que les images que nous avons vues, c'était les images de Al Jazeera, donc des médias du média qatari. Et il faut savoir qu'Israël n'avait aucun moyen de faire quoi que ce soit à ce qui se passait, parce que ça fait partie de l'entente. Aujourd'hui, il y avait deux sorties, deux c'est un différences islamiques. Ah d'accord. Ouais. La première jeune fille, voilà. Alors, et donc la première Agam Berger qui est sortie, la première des 5 observatrices, la dernière qui est sortie des 5 observatrices, mais la première otage qui est sortie ce matin est sortie avec le Hamas, donc c'était dans une autre partie de Gaza, et les 2 autres otages, Arbel Yehoud et Gadi Moses, âgé de 81 ans quand même, faut le préciser, sont tous 2 issus du kibbutz Nir Oz qui a été massacré, et eux avaient été pris par le djihad islamique. Et selon les termes de l'accord, le Hamas et le djihad islamique procédaient ensemble de concert à la libération de ces 2 otages. Et ça devait, parce qu'ils aiment beaucoup les effets de spectacle, et ça devait se faire devant la maison de Feu Ismaël, Yahya Sinwar, qui a été tué par Israël. Et on a vu une scène absolument effrayante, révoltante aussi, parce que il faut savoir quand même qu'il y a des gens, et je vois encore que au Québec, je vois qu'il y a encore des gens qui nous accusent de génocide, et ce qu'on voit là, ce sont des civils bien portants déjà, donc pour des génocidés, je pense qu'on va repasser là, tous ceux qui nous ont rebattu les oreilles avec le génocide, je pense que là on peut voir que il y a pas eu de génocide, là les images parlent d'elles-mêmes, et avec une foule déchaînée, que même les terroristes du Hamas et du djihad islamique, vous savez, c'est ceux qui ressemblent un peu à des tortues ninja, avec leurs bandeaux, qui avaient peine à contenir la foule déchaînée qui voulait du sang. Oui. Et on voyait le moment où ça allait se terminer en lynchage, et on était complètement impuissants. Tout le monde regardait, alors soit sur la place des otages avec des écrans géants, soit chacun. Moi, j'étais dans mon bureau, je regardais ça sur mon écran. On était tous pétrifiés. Aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai pas bien travaillé parce qu'on était tous pétrifiés à regarder ces images avec une impuissance. Et puis c'est surtout que ça nous dit, mais quand on nous parle des Gazaouis, mais ces scènes de violence, de pure violence, de pure haine, de gens qui voulaient lyncher un vieux monsieur de 81 ans et une jeune femme de 29 ans, c'est effrayant. C'est effrayant pour la suite. C'est effrayant à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est énormément d'émotions. Voilà. Alors, on voit en ce moment, au moment où je vous parle, mes collègues Jean-Philippe et André Sylvain ont retrouvé d'autres images où on voit donc cette jeune femme qui a l'air, mais terrifiée. Elle est terrorisée. Elle est entourée donc de ces terroristes du Hamas et on les voit. Ce ne sont que des hommes, hein. On voit des hommes, des Gazaouis, des citoyens palestiniens qui lui hurle des choses et elle est au bord de la crise de nerfs. Et en effet, on se dit, s'il n'y avait pas ce rempart d'hommes du Hamas, quel traitement la foule lui ferait? Est-ce qu'il la frapperait? On a de la difficulté, je vous avoue, comme quelqu'un de l'extérieur, de regarder ces images-là en disant, mais ils l'ont détenue en otage depuis le 7 octobre. Elle a passé, 450 jours peut-être dans les tunnels à Gaza. Elle sort. Pouvez-vous au moins juste respecter ça? Non, il lui crie des horreurs. Je sais pas comment cette image-là. Puis moi, j'aimerais beaucoup que les féministes québécoises nous disent si elles voient pas là-dedans une certaine forme de masculinité toxique. Elles sont où les féministes québécoises pour dénoncer le patriarcat? Ah, tout d'un coup, elles sont aux abonnés absents. Hein, Myriam?
Bah, ça fait 482 ou 483 jours qu'elles sont aux abonnés absents. Et puis là, je veux dire à vos auditeurs qu'il serait bien de lire votre livre, parce que vous n'êtes pas israélienne, vous n'êtes pas juive, vous n'avez pas de parti pris, et vous avez exactement décrit absolument la vérité de ce qui s'est passé et de cette honte. Vous savez, moi je suis née dans les années 70, j'ai grandi dans le féminisme, je suis absolument atterrée de voir ce qui s'est passé, parce que ces 5 jeunes observatrices qui ont été libérées entre samedi et aujourd'hui, je vous rappelle que le Hamas lui-même a sorti les vidéos pendant leur kidnapping en disant on va vous violer, va vous violer, et il le disait, et on voit cette jeune fille avec du sang au niveau, enfin je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes, on n'en entend pas parler. Aujourd'hui, il y avait une jeune femme de 29 ans qui était entourée d'une horde d'hommes, il n'y avait pas une seule femme. Ok, je pense pas que ça aurait changé grand-chose ici, mais en tout cas, il n'y avait pas de femmes. Et il faut que ce soit des terroristes, 2 groupes de terroristes, et tout autour des hommes armés avec des kalachnikovs, et toute cette foule qui veut en découdre avec cette pauvre fille. Mais au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on vous a fait, quoi? On n'est pas à Gaza. Il n'y a pas d'Israéliens à Gaza. Est-ce que le monde va enfin comprendre que ce n'est pas une question de territoire? Vous savez, j'entends les gens qui nous disent la solution à 2 États. Mais on est tous, on voudrait bien tous, parce que en tant que sionistes, on veut bien que les autres aient aussi un État. Mais ils n'en veulent pas. La preuve en est, le 7 octobre, ça a tout changé de ce paradigme de soi-disant des 2 États. Mais vous le voyez bien, ces gens sont à Gaza. Gaza n'est pas sous occupation israélienne. Gaza s'est complètement désengagé. Gaza a retiré, les propres soldats israéliens ont retiré les familles juives manu militari de Gaza. Il n'y a plus un juif à Gaza, plus un Israélien, et il n'y a pas, le blocus, il est seulement avec Israël. Je vous rappelle que Gaza a aussi une frontière avec l'Égypte. Donc il n'y a pas de prison à ciel ouvert à Gaza. Ça n'est pas vrai. Et ces gens-là sont fournis en électricité et en eau par nous, gratuitement. Faut aussi le rappeler. Et on nous accuse de génocide, on nous accuse de tous les maux. Et là, aujourd'hui, on voit bien, parce que il faut se dire aussi, j'en finis juste sur ce mot-là, mais il faut dire que Arbel et Gadi, les 2 qui ont été sortis du djihad islamique, ils retournent à Nir Oz. Ils sont issus de Nir Oz. Ils peuvent pas retourner aujourd'hui, parce que Nir Oz, c'est un petit kibboutz, tout petit, à la frontière de Gaza, qui a été massacré. Leur famille, elle a son ami, encore son partenaire, qui est encore retenu à Gaza, et le frère de son partenaire, qui est encore retenu à Gaza. Gadi a perdu sa famille, la moitié de sa famille a été massacrée. Les maisons sont complètement détruites. Il y a une haine quand vous voyez ce kibbutz. Les maisons ne tiennent plus debout tellement elles ont été massacrées de tirs, de kalachnikov, de grenades, de tout ce que vous voulez, de RPG. Il n'y a plus rien qui tient. Donc ces gens-là retournent dans rien. Parce qu'on parle des Gazaouis qui retournent dans le nord de Gaza et c'est détruit. Eh ben oui, c'est la guerre. Mais à Nir Oz, où il n'y avait pas de guerre, où il y avait un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, ces gens-là retournent dans un endroit, dans un kibbutz, où il n'y a plus rien. Et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Rien. Ouais. Myriam, on sent toute votre émotion. Vous parliez tout à l'heure de la place des otages, juste pour spécifier que donc c'est un lieu en Israël où se réunissent pas seulement les familles des gens qui sont détenus à Gaza, mais de simples citoyens, et ils peuvent suivre en direct sur des grands écrans chaque fois qu'il y a des libérations d'otages, et ce sont évidemment des scènes extrêmement émotive. Je trouvais ça très important de vous parler aujourd'hui, Myriam, parce que moi, comme femme, comme féministe, comme être humain, j'ai été extrêmement troublée par ces images-là, de le visage de cette femme terrorisée, entourée d'hommes masqués, armés jusqu'aux dents, et surtout entourée par une population civile qui la harcèle, le rentre dans son intimité, et on imagine le pire si elle avait été livrée à la foule, alors que c'est elle la victime. Elle n'a rien demandé à personne. Elle a été prise en otage, détenue pendant 483 jours. Je trouvais important de commencer l'émission avec vous. Myriam Azoghi Alboas, vous êtes directrice d'émission pour CIJA en Israël. Merci beaucoup. Bon courage.
Merci infiniment, Sophie. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, dimanche, au Grand Variété de Star Academy, ça va avoir des petits airs de country parce qu'il va y avoir, Pierre Lapointe, il va y avoir Grégory Charles, mais il va y avoir aussi Matt Lang, qui est auteur, compositeur, interprète. C'est un plaisir de le recevoir à l'émission. Matt Lang, bonjour. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation, Matt Lang. Ça me fait plaisir. Vous avez pas de crotte sur le cœur? Tout va bien entre nous, Matt Lang? Tout le temps. Certain, bon. Pourquoi il y aurait quelque chose? Non, mais ça me... On s'est jamais parlé, c'est la première fois, puis je suis vraiment, vraiment content de vous parler. OK, c'est parfait, parce que, des fois, j'ai écrit des affaires dans le journal, puis tout ça, ça aurait peut-être pu vous froisser, mais je suis très contente de vous parler aujourd'hui, Matt. Oui. Qu'est-ce que vous allez... Parce que là, ce soir, à l'émission de Star Academy, il paraît que vous allez faire une danse en ligne avec les académiciens? Là, faut pas vendre le punch tout de suite en partant. Là, c'est écrit dans le journal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Matt? En fait, tu sais, honnêtement, je dois dire une chose, OK? Ouais. Je suis... premièrement, je suis fébrile pour dimanche. Ouais. Ça, c'est la première des nouvelles. Deuxième chose, je peux pas vendre le punch avant ce soir de ce qui va se passer à l'émission, mais je peux vous dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je peux vous dire que les académiciens sont vraiment, c'est des jeunes en or. Pas que je suis en train de dire que je suis vieux, c'est parce que je suis comme un petit peu plus vieux dans le show business, on va dire ça de même. Mais bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le tournage. Puis pour vrai, ils ont de l'énergie, ils ont beaucoup de talent. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que ils sont encore dans la gestion du stress, dans la gestion du... ils ont beaucoup à apprendre. Puis souvent, c'est ça, ils n'ont pas conscience non plus de la pression des fois publique, parce qu'ils sont enfermés dans des murs. Ils savent pas ce qui se passe. C'est ça qui est le fun. C'est une aventure à laquelle moi, personnellement, avec La Voix, par exemple, j'ai participé, mais c'est un autre type de concours, même si c'est un concours de chant, parce que nous, à La Voix, on n'était pas confinés à l'intérieur des murs. C'est vrai. On était, fait que c'était pas la même chose. Fait que là, j'ai vécu un peu le Star Academy sans, puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé les auditions de Star Academy, puis fait que là, j'ai comme eu un petit, ça fait du bien d'aller rencontrer puis de voir que oui, ils sont prêts aussi à dimanche, puis on va voir ça dans l'émission de ce soir. Ça va être... moi, je l'ai enregistré parce que ce soir, je suis en spectacle, là, mais je veux l'écouter. Pas parce que je veux me voir. Je veux juste voir comment ça se passe, puis essayer de les connaître encore plus. J'essaie de faire le rattrapage aussi, de connaître les candidats, parce que c'est important pour moi, puis tout ça. Puis fait que c'est ça. Non, c'est... pour répondre à ta question, même si ça fait longtemps que je parle, j'ai pas vraiment fait de danse en ligne, par exemple. OK. Fait que donc, on a reçu du fake écoutez news. L'émission, par exemple. OK. J'ai très hâte de voir ça. Moi, écoute, je me fie aux gens des coms. Tu sais, les gens des coms disent, il a fait de la danse en ligne avec les académiciens. Je me dis, ça doit être vrai, mais c'est peut-être une façon de nous dire que, tu sais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Matt, j'aimerais ça qu'on écoute une de tes chansons. On va écouter Love Me, parce que je veux que tu me parles aussi de la prochaine chanson que tu vas sortir la semaine prochaine. Donc, on t'écoute dans ton ancienne chanson. I love your eyes, your dress, that slipping off your shoulders and your smile. God bless, I'm like a roller coaster going high, 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 till I fall, just like a fool. You know it's true. Girl, I don't love. OK, moi, ça me donne juste une envie de me mettre... un petit short sexy, tu sais, mais mettons un short en jeans que j'aurais comme déchiré en haut des cuisses, de me mettre des bottes de cowboy, me mettre un chapeau puis de m'en aller à Saint-Tite pour danser puis chanter avec toi, Matt. Écoute, merci. Premièrement, c'est le fun. Puis deuxièmement, c'est la première tourne qu'on a sortie en plus, Love Me Some You. Oui, puis justement, la nouvelle qu'on sort le 7 février avec Mike DeMero. Fait que, tu sais, c'est comme
une collaboration, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment country, là. On est vraiment loin du country, on va se le dire tout de suite, là. On est plus dans le EDM, là, tu sais, remix puis tout ça, là. Tu sais, c'est comme une autre affaire, là, tu sais. Mais toi, on dit que t'es une vedette du néo-country. Alors, quelqu'un qui serait justement un néophyte du néo-country, tu l'expliquerais comment, le type de musique que tu fais? C'est une très, très bonne question. Ah, j'adore quand un invité me dit ça. En fait, tu sais, le country aujourd'hui, là, on va se le dire, c'est rendu très, très large. Ouais, il y a des country qui sont vraiment pop. Il y a des country, tu sais, comme de souche, là, que c'est comme, écoute, on va plus vers le western. Il y a des country plus rock. Il y a du country même que des fois, autant que tu vas dire, crime, c'est pas du country, c'est du pop. Il y en a que c'est comme, c'est du rock. Fait que c'est pour ça que c'est dur à expliquer. Mais tu sais, le new country comme tel, exemple, existe depuis longtemps. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est sûr que c'est assez polyvalent, je te dirais, mais c'est beaucoup honky-tonk. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup party et tout ça. Pour ceux qui sont venus voir les spectacles, là, ils savent que ça bouge beaucoup. C'est très, très, très festif. Fait que c'est comme ça que je décrirais. Je sais pas si je réponds exactement à la question. Oui. Là. Ben écoute, festif, moi, tu m'as eu à festif. À partir du moment où tu dis que c'est festif, moi, j'adore ça. Donc, tu vas être t'es dans l'émission de ce soir, dans le Variété de dimanche. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, qui aurait peut-être bien aimé, en effet, faire Starac, de jouer avec ces jeunes-là et d'être, en fait, un petit peu comme leur parrain de country ou de néo-country? Ça représente quoi pour toi? Ben, écoute, c'est sûr que c'est bizarre à dire, hein, mais c'est une émission que j'aime. Ouais. Fait que ça représente beaucoup pour moi parce que, tu sais, j'ai passé un petit peu par, comme je le disais tantôt, c'est pas la même chose, mais ça se rassemble un petit peu. Tu sais, j'ai passé par là. Je peux sentir quand j'étais avec eux, puis je vais les revoir, mais je pouvais sentir leur fébrilité, puis j'en avais pour eux, je te dirais beaucoup. Fait que pour moi, c'est comme c'est flatteur de m'inviter là, tu sais, puis à toute l'équipe là de Star Academy, puis tout ça, je trouve que c'est vraiment, tu sais, moi j'ai tu sais, avec toute attente, quand j'ai bâti mon projet, je pensais pas que c'était pour tout débouler comme ça. Puis, honnêtement, là, je l'apprécie tellement, je me trouve tellement chanceux de voir que les gens sont au rendez-vous soir après soir, puis là, je me faire inviter à Star Academy pour performer avec les candidats, c'est beaucoup, tu sais, c'est une belle preuve d'amour de mon industrie aussi, puis du public. Ouais. Écoute, je pense qu'on a une question qui vient du public rapidement, Cybèle. Oui. Allô, Sophie, est-ce que c'est Matt Lang qui fait son rhum brun? J'ai goûté son rhum avec mon gars de 36 ans qui adore le hot country comme moi, son père de 67 ans. Le Moonlight, le rhum épicé qui est disponible à la SAQ. Je l'ai pas goûté encore, Matt. C'est toi-même qui le fait? Ben, voulez-vous que je sois honnête ou bedon? Ben là, franchement. En fait, c'est pas moi qui le fais, c'est Alpha Tango qui le font. On a des amis à nous, des partners, si on veut, parce que nous, dans Moonlight, on est 3. Donc, c'est un rhum épicé aux bananes et sirop d'érable. C'est, en vente partout à la SAQ, puis on est fiers de dire qu'on est vraiment... cette année, on a vendu plus de 100 000 bouteilles, fait que c'est quand même un exploit, puis on pensait encore une fois, au même titre que quand j'ai parti Matt Lang, on s'attendait pas à ça. On a envoyé une crème de rhum dans le temps des fêtes. Les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Puis moi, personnellement, la crème, je l'aime encore plus que le rhum. Pas pour être vendeur, là, mais les commentaires, je les ai entendus. Puis, mais pour répondre à la question, c'est pas moi qui le fabrique, mais c'est moi qui l'ai goûté. Bon, ben Marcel de Sorel vous remercie. Marcel de Sorel. Là, c'est un vrai auditeur qui s'appelle vraiment Marcel de Sorel, donc on le salue. Non, mais j'ai dit de Sorel, mais il est de Saint-Damien, excuse-moi. Ah, OK. Merci beaucoup, Matt. Bonne chance, on va t'écouter ce soir. Et puis, on va aussi écouter le grand gala des variétés de Star Academy dimanche. Merci beaucoup. Puis, on écoutera du country en se prenant un petit shot. Merci, Matt. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne journée. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, c'est une grande gueule à chaque fois qu'il s'ouvre la bouche. Écoute, ça fait la une des journaux. Toujours des déclarations fracassantes, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Serge Denoncourt, bonjour. Bonjour, Sophie.
Écoute, ça commence à se rallonger la liste de titres qu'il y a après ton nom. Metteur en scène, directeur artistique de théâtre, réalisateur de courts-métrages, réalisateur de films, metteur en scène, etc., etc. Fait que c'est quoi la définition de ton toi-même que tu préfères, Serge? Un être humain. Ah, mon Dieu, que c'est vraiment très original. Serge, en ce moment, ça va pas bien du tout dans la culture. J'écris là-dessus, plein de journalistes écrivent là-dessus. Oui. Des grands noms du théâtre comme Robert Lepage et sa compagnie de théâtre Ex Machina doivent soit annuler des spectacles, il y a des musées qui font faillite. Ça va pas bien. Pourquoi ça va pas bien, Serge? Ben parce que ça fait 60 ans que ça va pas bien, puis que personne prend les moyens pour que ça aille bien. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui a eu le courage de mettre la culture comme priorité dans un pays comme le Québec, qui a besoin probablement plus que toute l'Amérique d'avoir une culture forte pour garder notre identité, etc. Et il y a il y a beaucoup de trucs au compte-gouttes, de sous au compte-gouttes, mais il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas d'envie, de volonté d'aider la culture au Québec de la part d'aucun gouvernement. C'est des mesures au cas par cas, ce qui fait que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, je l'abordais il y a 40 ans, quand j'étais un jeune metteur en scène dans les médias, et puis qu'il n'y a rien qui a changé. Et j'en parlais hier, comment ça se fait comment ça se fait qu'on n'a pas d'assurance chômage? Comment ça se fait qu'on n'a pas l'intermittence, nous? Comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Parce qu'on n'est même pas considérés comme des travailleurs, comme les autres travailleurs. Donc, quand on n'a pas de job, on n'est pas payé. Ça, c'est quand même une volonté gouvernementale qui n'existe pas. Oui, parce que tu fais référence aux intermittents, juste pour expliquer le contexte, si tu le permets. En France, il y a des gens qu'on appelle les intermittents du spectacle, donc des pigistes dans le milieu culturel. Et quand ils sont en période de jachère, quand ils travaillent pas, il y a une forme d'assurance chômage qui est offerte aux travailleurs culturels. C'est absolument formidable. En même temps, mon beau Serge, que j'aime d'amour, en France, non, mais regarde, c'est parce qu'en France, là, il y a un rapport avec la culture, je t'apprendrai rien. Ce rapport-là, il n'existe pas au Québec. J'ai animé pendant 5 ans à Télé-Québec une émission culturelle. On faisait 20 000 de codes d'écoute. 20 000. C'est maigrichon, là. Donc, je te pose la question, Serge, est-ce que les Québécois aiment leur culture? Et de façon plus large, est-ce que les Québécois aiment la culture? Alors, les Québécois, ils aiment leur culture. Ils aiment la culture. Moi, je fais le métier depuis 40 ans. Mes salles sont généralement pleines. Je suis pas le seul. Les Québécois, ils regardent la télé québécoise. Je pense qu'ils écoutent de la musique québécoise. Maintenant, il faut qu'on leur donne des moyens. Il faut qu'on soit exposé. J'en parlais hier avec Marie-Louise. C'est-à-dire que, ben oui, tu faisais 20 000. Tu faisais, tu sais, des émissions vont faire 200 000. C'est ça, la job des télés d'État. C'est ça, la job d'encourager la culture, même si les codes d'écoute sont pas là, même si les publicités sont pas là. La culture, c'est comme ça dans le monde entier. En France, en Allemagne, en Suède, c'est comme ça. Et on a absolument besoin de nous. Moi, j'ai un rêve qui se réalisera jamais, mais si un jour tous les artistes, les producteurs télé, on disait on arrête là, on n'en fait plus là. Le manque serait énorme pour le peuple québécois, mais on n'arrête pas parce qu'on n'a pas les moyens d'arrêter, parce que dès qu'on a une job, on la prend, parce qu'on court après nos sous, parce qu'il n'y a pas de filet social, et là, ben, ça nous pète en pleine face là, mais ça va nous repéter en pleine face dans 5 ans, puis dans 10 ans, parce qu'il n'y a pas de vraies mesures qui sont mises. Il y a un minimum d'argent accordé à la culture, comme il y en a, par exemple, à la défense nationale ou à la santé. Tu fais une comparaison qui tient pas debout, là. Il y a aucun gouvernement dans aucun pays qui va dépenser autant d'argent pour la culture qu'ils en dépensent pour se défendre militairement. Sauf ou que pour jamais soigner les ils gens, vont... Serge. Oui, mais jamais ils remettent en question les sous qui sont accordés à la santé, par exemple. Alors qu'on passe notre temps à remettre en question les sous qui sont accordés à la culture. Oui, mais encore une fois, Serge, t'es un tantinet de mauvaise foi, puis c'est peut-être pour ça aussi que je t'aime autant. Mais, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand t'as le cancer du sein ou le cancer de la prostate, c'est quand même plus une grande priorité que de voir quelqu'un se mettre nu sur la scène du TNM. Je suis pas en train de
dire de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ouais. Je suis en train de dire que si ça n'en est pas une priorité, ben qu'on se le dise clairement. Je suis d'accord avec qu'on arrête tous les artistes québécois d'essayer de donner une image, une identité à ce pays, qu'on arrête et qu'on nous le dise. Moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est dès que Robert Lepage gagne un prix, puis dès que Céline Dion est malade, puis dès qu'on a quelqu'un à l'international nommé aux Oscars, tout le monde se pète les bretelles. Mais tout le monde se pète les bretelles. Les gouvernements, Denis le Villeneuve. peuple québécois. Ben oui, Denis Villeneuve est en nomination. Ben là, il n'est pas en nomination cette année. Son film, oui, mais exactement. pas lui. Mais ils sont toutes là à se péter les bretelles en disant c'est une les fierté québécoise. Alors, ben oui. Moi, il m'est arrivé un truc, Sophie, dernièrement. Là, j'étais tellement gêné. J'étais à Bologne, à l'Université de Bologne, pour voir le film de Xavier Dolan en 35 mm. Ouais. J'étais avec Xavier, plein d'Italiens dans la salle. J'étais assis avec eux. Et le film commence. Ce transfert en 35 mm a été rendu possible grâce à la Fondation Prada, à l'Université de Bologne et d'autres partenaires. Il n'y avait pas le mot Québec ou Canada là-dedans. Nous, on n'a pas participé à ça, à sauvegarder l'œuvre de Xavier, à la mettre en 35 mm. Le monde, ailleurs en Europe, ont mis des sous. Ici, il n'a pas réussi à avoir des sous. Alors comment ça se fait qu'on ait la fierté des gens à l'extérieur? Serge, encore une fois, tu es un tout petit peu de mauvaise foi. Je vais dire deux choses. Oui, tu es un petit peu de mauvaise foi parce qu'ici, au Québec, il y a le programme Éléphant qui est financé, il se trouve, par quelqu'un qu'on connaît bien ici dans la boîte parce qu'il s'appelle Pierre-Carl Pellado. Donc, Pierre-Carl, à titre privé, met une tonne de fric pour sauvegarder le cinéma québécois. Et justement, à Bologne, il y a chaque année un festival où on sait des films remasterisés. C'est là que tu étais? C'était dans le cadre de ce festival-là? Peut-être. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est toi qui es de mauvaise foi, Sophie, parce que c'est pas parce que Pierre-Carl finance le projet Éléphant, c'est pas parce qu'il y a des choses bien qui se font que ça va bien. Évidemment qu'il y en a des choses bien qui se font. Évidemment qu'il y a des gens qui tu sais, tant qu'à ça, on peut parler du fait que Pierre-Carl s'occupe aussi du rideau vert. Absolument. Tant mieux, sauf que c'est pas suffisant. Oui. Moi, je travaille au Rideau Vert. Les cachets sont pas suffisants. Les salaires sont pas suffisants. Les budgets décors costumes n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Pas parce que Pierre-Carl veut pas, évidemment, parce qu'il y en a pas de sous, puis que l'inflation nous est tombée dessus. Ouais. Et là, tout le monde fait « Ah oui, les pauvres artistes, il y a des articles partout. » J'entendais Mathieu Lacombe, il n'y en a pas de solution, il est un peu impuissant. Alors, moi, c'est que je suis fatigué. C'est comme si j'étais fatigué, parce que ça fait 40 ans que j'en parle de ça. Comprends. Probablement Robert Lepage aussi, puis d'autres acteurs, puis des danseurs. On en parle, puis on se fait dire oui, le statut de l'artiste, oui, il se passe rien. On est toujours pauvre. Le bottin de l'artiste est un des annuaires les plus pauvres de la province, et on veut pas en entendre parler parce qu'on est là tous les soirs pour divertir les gens à la télé ou sur les planches, puis qu'on fait semblant que ça va bien, parce qu'on n'est pas pour faire chier tout le monde avec nos problèmes quand ils ont payé 60$ pour venir nous voir sur scène. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que vous êtes victime de votre succès. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, mettons, qui en arrache puis qui a de la difficulté à manger 3 fois par jour, qui allume sa télé à 18h ou à 20h pour regarder un téléroman et qui voit un comédien puis qu'il le voit à la première chaîne, à la deuxième chaîne, à la troisième chaîne, puis à la quatrième chaîne, il y a de la difficulté à imaginer que cette personne-là, elle vit, mettons, peut-être une bonne année, mais que ça fait 5 ans qu'elle crève la faim puis qu'elle n'est pas capable de se payer autre chose qu'un 1,5 dans Hochelaga Maisonneuve, comprends-tu? Quand il y a ce comédien qu'on voit dans 3 séries, il y en a 10 000 qui sont dans aucune série. Exactement. Et qui n'ont pas accès à l'intermittence, donc à l'assurance chômage. Moi, je veux dire, Sophie, là, tu sais, on pourrait faire des grandes théories sur le peuple, la culture, etc. Mais quand un peuple est pas capable d'admettre que ces travailleurs de la culture ne sont pas des travailleurs au même titre que les autres et qu'ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage, je trouve que la question, la réponse est dans la question. On considère qu'on n'est pas des travailleurs, qu'on est des clowns, qu'on est des amuseurs publics, qu'on n'est pas nécessaire et que pourquoi on serait payé quand on travaille pas? Ben parce que les plombiers, ils sont payés quand ils travaillent pas.
si, évidemment, ils ont cotisé à l'assurance chômage. Ouais. Donc, on va résumer ça en disant Serge Deloncourt réclame l'assurance chômage pour les artistes. Je suis sûre qu'il va y avoir un soulèvement populaire en ta faveur puis que tout le monde va être d'accord avec toi. Ironie ici. Bon. Écoute, vu que... Non, je pense que les gens vont peut-être être d'accord avec moi. Peut-être. Ben oui, mais non, mais moi, j'aimerais ça que les gens soient d'accord avec toi, c'est pour ça. Écoute, il me reste 30 secondes à peu près, donc oui ou non, as-tu aimé Jean-Sébastien Girard qui t'a imité au bye-bye? Ça vaut même pas la peine que je fasse jouer un extrait parce que c'était très court. Non. Mais l'as-tu trouvé bon? Tu trouvais qu'il t'avait bien? J'ai trouvé Jean-Sébastien très bon. Mais je comprends pas pourquoi, pour me personnifier, ils ont pas pris Roy Dupuis ou Joey Scarpellino, un super beau gars. Brad Pitt, exact. Georges Clooney. J'ai pas compris leur choix, mais Sébastien était très bon. Ouais, quoi? Es-tu en train de nous dire que tu trouves que Jean-Sébastien Girard est pas si beau que ça? Oui, je suis en train de vous dire ça. C'est pas fin? Ben non, mais voyons, moi non plus, je suis pas si beau que ça. C'est pas tout, la beauté. Le talent avant la beauté. Ouais, mais tu trouves le moyen, je te parle juste 10 minutes, tu trouves le moyen de varger sur un pauvre, gentil animateur, en plus membre d'une minorité sexuelle à Radio-Canada. Je te niaise, Serge. Je le sais, lui, il s'est payé de ma tête à heure de grande écoute au bye-bye. Ben oui. Je peux bien dire que je le trouve pas beau à ton émission. Ben oui. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi, je te trouve très beau avec ta petite écharpe quand tu te promènes dans Paris en buvant des apérols spritz avec mon chum Mathieu Bock-Côté. C'est ton chum à toi. Ouais, c'est ça. C'est mon chum. Merci beaucoup. Okay. Je t'embrasse. Bye. À la prochaine chicane, Serge Deloncourt. J'aime ça de parler. Okay, faut qu'on se parle plus souvent. Merci beaucoup, cher être humain. Bye. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. DeepSeek, c'est ça cette affaire-là, le chat GPT chinois. Moi, quand je me pose des questions techno, je me tourne vers François Charon. Il est chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Qu'est-ce que c'est ça, ce chandail-là? Ça manque de sel. Bonjour François, c'est quoi ce chandail-là Salut. Que tu portes? Ça manque de sel avec un point d'exclamation. Tu trouves que ça manque de sel dans ta vie? Non, elle est en masse épicée de même. Non, on a fait longtemps, on a une petite boutique en ligne de gilets avec des niaiseries. On prend des phrases des émissions de TV que les gens répètent. Puis, si tu écoutes le mois de roman, l'émission Les Chefs, ils répètent tout le temps. Ça manque de sel! Ça manque de sel! Fait qu'on a fait le gilet, ça manque de sel. Ah, OK. Ben, ça manque à ma culture, comme on dit communément. J'ai jamais comme accroché sur l'émission Les Chefs. Je sais pas. Moi, toutes les shows de cuisine, partout à travers la terre, j'aime ça. Ah, OK. Je suis un fan fini, ouais. Bon, ben écoute, c'est bon. En plus, on apprend que tu fais, en plus des 52 000 activités qu'il y a dans ta vie, tu trouves le temps d'avoir une boutique qui fait des chandails avec des citations par rapport. Oui, absolument. Ouais. Le king du barbecue, la reine du VR, puis il y a plein de phrases. Et je fais un balado dans de grandes entrevues, puis on met des citations aussi des gens. Fait que c'est bref. OK. À quand un chandail avec une citation de Benoît Dutrisac ou de... Qu'est-ce qu'il dit tout le temps, Benoît Dutrisac? On est là pour trouver des solutions. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Alors moi, je veux un chandail, je suis là pour aider de Benoît Dutrisac. Je suis là... Ouais, ben on pourra en faire deux. Un, je suis là pour aider, puis l'autre, ça cramouille. OK, parfait. Mais il faut que tu demandes les droits je pars à en Cube. vacances, quand on revient, je demande à mon designer de sortir ça. OK, parfait. Parlons de DeepSeek, mon cher ami François. Écoute, ça fait à peu près 25 ans là, que je fais de la chronique. Ouais. Puis c'est la première fois que je vois une marque se mettre au monde aussi rapidement. Hein? Il y a 3 jours, mon équipe m'envoie un petit texto en disant « François, DeepSeek, c'est un chat GPT chinois, on fait-tu quelque chose là-dessus? » Je réponds à ma recherchiste, c'est pas assez grand public, oublie ça, on parle pas de ça. J'ai reviré le sujet du revers de la main. J'ai jamais travaillé autant de la semaine à faire tous les shows de radio, de TV de la planète. De que c'est ça, cette affaire-là? C'est trop drôle. On va expliquer au monde de que c'est ça, cette affaire-là. C'est bien, tu viens nous dire à quel point tu as manqué de flair sur ce dossier-là. J'adore ton autodérision, François.
Oh, je suis le roi de l'autodérision. Parfait, c'est pour ça qu'on t'aime. Si tu te prends au sérieux dans la vie, tu as des problèmes. Et je suis tellement Donc, d'accord. c'est un chat GPT chinois. C'est la meilleure façon de le présenter. Fait qu'il fait, grosso merdo, la même affaire que l'autre fait. Tu lui poses des questions. Il peut t'aider à monter un menu de la semaine si t'es cœliaque. Il va t'aider à accompagner ton jeune, s'aider avec un devoir en mathématiques, il va t'expliquer comment l'expliquer. Il va faire... Donc, c'est un assistant. Il va résumer tes courriels, te proposer des réponses à un courriel. Te dire, y a-tu des fautes dans ce texte-là? Je pourrais-tu le rendre plus sympathique? Bref, c'est à ça que ça sert. Comme même chose que ChatGPT. Okay. Ce qui a fait l'imaginaire des gens, c'est qu'ils ont dit, hey, on a fait ça en 2 mois avec 6 millions de dollars de budget. Mais c'est pas beaucoup. Là, ben écoute, si on sort les appels d'offres, il n'y a même pas un site web au Québec qui se fait avec des budgets et des délais comme ça. Ben oui. Je ne dis pas une joke, là. Donc, les gens ont dit, ben comment ça se peut? Ça se peut grâce aux Américains et on va remercier Zuckerberg, Facebook et Instagram. Non, moi, je dis pas merci à ce monde-là. Je dis pas merci à Zuckerberg. Non, François, je dis pas merci. Laisse-moi finir. Oui, mais moi, je vais juste te dire pourquoi, pour des raisons éthiques. Je le sais, mais je te le dis, je dis pas merci à quelqu'un qui bloque les médias canadiens sur Facebook. J'haïs Facebook. Merci. Je voulais juste le dire, parce que ça me fait du bien sortir le méchant. Oui, je comprends. Moi aussi. Mais pour ce point-là, tu vas avoir envie de dire merci. J'explique. Okay. Parce que, à la grande surprise de tout le monde, quand Meta a lancé son intelligence artificielle il y a quelque temps, ils ont opté pour y aller avec du logiciel open source. Puis c'est super important que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent. Dans la vie, il y a 2 types de logiciels. Il y a le logiciel du méchant capitaliste qui embauche des employés puis qui dit « ça m'appartient et je ferai de l'argent avec ça ». On veut pas que l'intelligence artificielle mondiale soit entre les mains de gens qui sont en bourse qui veulent faire de l'argent. Mm-hmm. Et Meta a choisi de développer son logiciel d'intelligence artificielle en mode open source, en logiciel libre. C'est entre autres grâce à ça que les Chinois ont réussi à faire rapidement de l'intelligence artificielle. Donc, il faut dire merci. Et c'est un pas de plus pour faire en sorte que l'intelligence artificielle va appartenir à l'humanité au lieu d'appartenir à des corporations. Il y a là une excellente nouvelle. Excellente. Nouvelle numéro 1. Autre bonne nouvelle, c'est que tu as vu les actions cette semaine, nos fonds de pension ont fondu au soleil quand les Nvidia de ce monde ont planté. Pourquoi ils ont planté? Parle-moi-en pas. C'est allez pas voir vos placements cette semaine. Non, allez pas voir ça. Non, pas une bonne idée. L'affaire, là, c'est que l'intelligence artificielle de DeepSeek consomme beaucoup moins d'énergie machine. Fait que des puces, des serveurs et compagnie. Il y a donc là une excellente nouvelle environnementale, parce qu'on ne le réalise pas. Mais quand vous jasez avec ChatGPT, les amis, là, vous roulez en Hummer. Parce que, ben oui, l'intelligence artificielle prend des ressources hallucinantes. Rappelle-toi, le président américain, la première annonce qu'il a fait, 500 milliards de dollars pour déployer des serveurs et des réseaux pour faire rouler l'intelligence artificielle. C'est hallucinant. Au Québec, on oublie, là, nous, notre électricité, là, elle est verte. Mais ailleurs, ils prennent du charbon pour faire de l'électricité. Ils prennent de l'essence pour faire de l'électricité. C'est un bon point. Donc, il y a moins d'énergie et puis l'affaire qui est drôle, c'est que là, on dit, ouais, mais là, ça, c'est chinois, cette affaire-là. Donc, on veut pas y parler, on veut pas y donner nos informations. Ben là, j'ai jasé, moi, avec DeepSeek. J'ai dit, non, mais t'es chinois, toi, là. Ben, c'est un robot conversationnel. Fait que là, j'ai dit, ouais, t'es chinois, toi, on veut pas te donner nos informations. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben là, il a dit, ben, t'as juste à me prendre et à me mettre sur le serveur canadien. J'aurais pas accès aux données, j'aurais pas accès aux informations. Et il donne toutes les étapes sur comment prendre le logiciel, comment le déployer sur des serveurs canadiens. C'est un logiciel open source. Ouais, oui, je pensais donc, on est capable de le prendre et de le faire évoluer.
Je pensais que tu aurais répondu ça manque de sel, mais ça aurait été une autre. Sophie, si je peux me permettre, pendant que vous parlez, François, moi j'étais sur ChatGPT. Puis je lui posais la question par rapport aux 6 millions de dollars en disant coudonc, me semble c'est pas beaucoup. Puis j'ai demandé finalement c'est qui je devrais choisir entre les deux. Puis il m'a répondu plusieurs affaires. Puis il a terminé en me disant en gros DeepSeek c'est efficace et abordable, tandis que moi je suis conçu pour maximiser la performance. Puis il m'a reposé une question. Toi tu trouves-tu que 6 millions c'est peu ou beaucoup pour l'intelligence artificielle? Donc il se vend lui-même quand même ChatGPT. C'est très drôle. Cette petite guerre entre les deux. Écoute, moi, je veux qu'on a deux billets rapides en terminant. Ouais. Mais tu sais, 2 billets rapides en terminant. J'ai demandé à ChatGPT quels sont tes compétiteurs. Il a pas nommé DeepSeek. J'ai dit, hey, t'en oublies pas un? Ouais. Et quand tu parles avec DeepSeek, t'as l'impression que la Chine, c'est une démocratie où il fait bon vivre. Oui, c'est sûr. Alors moi, j'ai juste une dernière question et tu n'auras pas le temps d'y répondre. Est-ce que le DeepSeek qui fait tout, est-ce qu'il est doté de petits bidules verts qui nous permettraient de demander à un ado de ranger sa chambre? Je demande pour une amie. Merci beaucoup, non, on peut François faire des Charon. rappels agenda avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est bon. Des rappels avec des punitions. T'as pas ton argent de semaine si t'as pas rangé ta chambre. Ramasse ta chambre. Ça manque de sel. Ramasse ta chambre. Merci beaucoup, Sacramouille, François Charon. Merci, Cybèle Olivier. Ça a été un plaisir. Continuez à nous écrire. Peut-être demain, en ondes, on lira les commentaires que vous avez faits sur Serge Denoncourt parce que vous en avez eu beaucoup puis on a manqué de temps. Donc, demain, on va revenir là-dessus. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Kid.